Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Et tout de suite, c'est l'heure du courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Sawadika, Apa kabar, Apa kabar. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux Et François-Xavier Boulet. pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va répondre à vos questions et on va aussi vous rappeler les concours. Voilà, et on aura même une petite annonce et j'ai quasiment envie de commencer par cette petite Allez, annonce. vas-y, Alors je c'est t'en pas prie. une grande annonce, mais vous avez peut-être remarqué si vous nous suivez tous les jours en ligne qu'il y a une nouvelle émission qui s'est invitée dans la grille de programme. Dans la rubrique Taïwan, vous pouvez trouver une émission qui s'appelle RTI Explore et c'est en fait un concept qui nous permet de revenir, ce sera souvent sous forme de mini-série approfondie sur des sujets assez divers et variés. Alors ça peut inclure des récits, des témoignages, des entretiens ou interviews, etc. sur des sujets assez précis. Et là, c'est Sasa et Meg qui ont commencé une petite série d'hommages, et même plus qu'un hommage d'ailleurs, à Arnaud Lechat, ancien animateur de RTI qui est décédé il y a 1 an maintenant. Et du coup, il y a eu tout un partage avec la communauté française qu'il connaissait bien sur Taïwan, qui reviennent en hommage ou en partage sur les différentes facettes de sa vie à Taïwan. Voilà, donc ça s'appelle RTI Explore et très rapidement, donc dans le courant du mois prochain, il y aura aussi une autre série que Florian va animer. J'en dis pas plus, c'est à découvrir sur le site de la radio. D'accord, eh bien, on va passer au rappel des concours. Oui. Avec le concours trimestriel d'abord. On arrive vraiment bientôt à la fin. Oui, mais vieux motard que j'aimais, non, mieux vaut tard que jamais, je me trompe toujours dans les proverbes français. Alors, il faut nous lister 3 événements culturels en Europe auxquels Taïwan participe cette année. Et vous pouvez remporter un Transat Porte Smartphone. Et il y en a 5 à remporter. Mhm. Et donc, comme c'est le concours trimestriel des mois de juillet, août et septembre, et qu'on arrive bientôt vers la fin du mois de septembre, il faut vraiment se dépêcher si vous n'avez pas encore participé à ce concours. Voilà, alors l'événement peut avoir déjà eu lieu, peut être en cours ou en préparation puisque c'est tout au long de l'année. Mais c'est vrai que tu fais bien de rappeler que la participation au concours s'arrête à la fin du mois. Mhm. C'est pas tout au long de l'année. Alors par contre, pour le concours du mois de septembre, c'est pareil. Il y avait moins de temps pour participer parce que c'est un mensuel, mais il n'y a plus qu'1 semaine et demie pour nous envoyer vos réponses à la question suivante. Quel est le seul type de scrutin auquel peuvent participer les 18-20 ans à Taïwan ? Voilà. Donc ça, c'est une question liée à l'actualité récente. Et comme cadeau, il y a un petit éventail pliable au logo de RTI à remporter parmi les gagnants. Donc ça, c'est pour le rappel des concours du service français de Radio Taïwan International. Et on en profite aussi pour saluer certains auditeurs qui nous ont écrit. Oui, avec Et joie. Voilà, et notamment Émile Christian qui nous écrit de Madrid, Jacques Augustin, Philippe Marsan qui nous écrit de Biganos et qui nous a envoyé une belle photo de moulin provençal. Ah oui, Et on voulait demander d'ailleurs où cette photo a été prise parce que c'est vraiment un très beau moulin. voilà, c'est vrai que c'est un Et très beau il m'a même moulin, semblé le l'arrière-fond est reconnaître, mais joli. je n'étais pas sûre, donc j'aurais bien aimé connaître l'endroit où D'accord. a été prise la photo, si possible. Moi, j'ai rarement visité la Provence, donc je n'ai pas reconnu ce moulin, même si tous les moulins peuvent Après, plus c'est ou vrai moins que se ça se ressemble, ressembler. mais je sais pas, il me semblait avoir reconnu un peu les montagnes en fond. Donc C'est vrai. peut-être. Et puis, on répondra tout à l'heure aussi à la question qui accompagnait ce rapport d'écoute et la photo de Philippe Marsan sur l'existence passée ou présente de moulins à Taïwan. Mais on va d'abord continuer de saluer les auditeurs. Oui, alors on a également reçu un courrier de Sonali Yadav du Bihar en Inde Mhm. et aussi de Dieter Leopold à Leipzig en Allemagne. D'accord. Alors, on a aussi Nesrine Barry qui nous a écrit, notamment en participant au concours depuis la Tunisie. Gilbert Dupont et un rapport d'écoute frustrant, vous nous dites, puisque le signal était puissant et très saturé, mais par contre, il y avait
voilà, c'était d'autant plus frustrant de ne pas pouvoir bien entendre le contenu que soit l'interférence était forte, soit le signal était trop puissant. Bon, on espère que les qualités de réception vont s'améliorer. Vous nous écoutez depuis le centre de la France. Nous avons aussi une participation de Daniel Villon. On espère aussi, comme vous, que le site puisse évoluer dans le bon sens. Notamment, c'était un petit cri de l'âme de Daniel Villon qui ne retrouve pas facilement l'historique des émissions sur la nouvelle plateforme Internet de la radio. Alors, faut aller dans la rubrique émissions. C'est vrai qu'on ne trouve pas forcément l'historique puisqu'on trouve que les plus récentes sur la première page en aperçu. Mais si vous voulez remonter l'historique, cliquez émission par émission, notamment dans la grille de programme ou par le nom d'animateur. Vous les retrouverez beaucoup plus facilement comme ça. C'est pas l'idéal, mais c'est la meilleure manière de les retrouver. Et ce site, il est fait pour fonctionner avec les applications, les podcasts. Et du coup, c'est pour mettre en avant justement ce qui est nouveau. C'est pour ça que l'historique disparaît derrière rapidement dans les pages par les nouveautés, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de petite flèche pour aller voir les plus anciens. Et ça, Ou ça alors, il manque faut s'abonner vraiment. au podcast. J'espère que Et là, ça on peut remonter pourra- facilement. Ouais, mais bon. Mais Quand on c'est un visite peu le site, la- en général, on n'est pas abonné à un podcast. On est bien d'accord, mais Donc, c'est la on tendance espère que de... peut-être que ça arrivera. Oui, En faut fait, voir. on Nous, leur a donne tout beaucoup de transmis. feedback. Oui, Et voilà. donc, ils changent des choses petit à petit, mais Oui, après, il faut voir que c'est vrai que c'est la politique générale de la radio d'évoluer vers ce sens-là de, comment on appelle ça, pas de podcastisation ou de tendance taïwanaise et mondiale à faire abonner les gens à un média un peu comme une télé-réalité ou comme une série ou une saga où les gens doivent venir poursuivre au fur et à mesure. C'est vrai que c'est pas du tout le but, l'objectif et l'approche d'un média traditionnel comme le nôtre. Et on est content que vous nous fassiez part justement de ces critiques-là pour les remonter au fur et à mesure et qu'on ne soit pas les seuls à lutter David contre Goliath, quoi. Voilà, on remercie aussi Bernard Grondin qui nous écrit depuis La Réunion, Nissaf Adri et Nicolas Pénarin. On a bien reçu aussi vos participations au concours cette semaine. voilà. Et on va passer sans plus attendre à vos questions. Oui, alors on a une question notamment de Paul Jamet cette semaine. Oui, Paul Jamet nous disait que les pays asiatiques dominent le classement PISA 2024 en mathématiques. Pas en gastronomie, hein. C'est pas les mêmes pizzas. Et il demandait qu'en était-il précisément des élèves taïwanais. Alors, le programme, le PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est la Oui. plus grande étude internationale auprès d'élèves dans le domaine de l'éducation. Et c'est un programme qui est piloté par l'OCDE pour mesurer l'efficacité des systèmes éducatifs et aussi comparer les performances des élèves issus de différents environnements d'apprentissage. Oui. Alors, il y a 92 pays qui participent à ce programme, qui est une étude menée auprès de jeunes de 15 ans, scolarisés dans tout type d'établissements, publics, privés, collèges, lycées agricoles, général, technologiques, tout. D'accord, tout est pris en compte, quoi. Voilà, et il s'agit d'évaluer donc les capacités à mobiliser les connaissances scolaires et à les utiliser dans des situations qui sont proches de la vie quotidienne, mais aussi de déterminer les facteurs, les facteurs exogènes, on va dire, qui influencent les performances des élèves, notamment les conditions socio-économiques. Donc le classement, j'imagine, c'est un petit peu élargi pour avoir une vision un peu plus globale Oui. des performances. Ouais, parce que c'est pas facile à évaluer ce genre de facteurs. Et donc c'est pour ça que dans le déroulement des épreuves, il y a donc 3h30 pour l'évaluation. Donc il y a 4 séquences. Les élèves passent d'abord des épreuves de compréhension de l'écrit, de culture mathématique, de culture scientifique et de compétences numériques ou d'anglais pendant 2 heures. Et ensuite, ils répondent à un questionnaire de 35 minutes qui est axé sur leur milieu socioculturel et sur le bien-être au lycée et au d'accord. collège. Ok. Avec des résultats, bien sûr, qui sont confidentiels. Oui. Et le rapport PISA est publié tous les 3 ans, avec une exception, puisque l'édition 2021 a été reportée à 2022 en raison du Covid. Et donc, si le rapport vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur le site de l'OCDE. Et en fait, moi, je croyais que le classement PISA, honnêtement, je croyais que c'était que les mathématiques. Donc, Oui, moi vraiment, aussi. j'ai appris quelque chose en préparant cette question. Je croyais que c'était que les mathématiques et que la France était souvent
on recule, quoi. Et on Voilà. va en place inquiétante. Et effectivement, ce sont les pays asiatiques qui se classent le mieux dans la catégorie mathématiques du rapport. Donc Singapour est le pays le plus fort en maths. Oui. Et le top 5 est complété par Macao, Taïwan, Hong Kong et le Japon. Donc Taïwan est 3e sur Voilà. le podium. Et les pays de l'OCDE, quant à eux, accusent une baisse généralisée des performances en maths par rapport à l'édition 2012, Mhm. qui était la dernière à s'être penchée plus en détail sur la catégorie mathématiques. D'accord. Alors, pour ce qui est de Taïwan, donc je me suis basée sur les résultats du PISA 2022, Oui. où les résultats ont été comparés à ceux de 2018 pour les mathématiques, la lecture et les sciences. Alors, pour ce qui est de Taïwan toujours, les résultats de 2022 sont les plus élevés pour la lecture et pour les sciences. Donc ça veut dire que ça a évolué dans le bon sens. Voilà. Et en mathématiques, c'est des résultats qui fluctuent un petit peu avec pas de direction très claire, mais qui sont quand même proches de la moyenne historique. Mhm. On peut aussi dire que sur la période 2018-2022, le fossé entre les meilleurs élèves et ceux les plus faibles s'est agrandi en mathématiques. D'accord, ça c'est intéressant à souligner, ouais. Voilà, tandis que il n'a pas vraiment changé de manière significative pour la lecture et pour les sciences. Ensuite, les étudiants taïwanais sont considérés comme plutôt bons en mathématiques, ça on l'a dit, mais aussi en lecture et en sciences. Il y a plus d'élèves taïwanais qui sont considérés comme très performants, donc le niveau 5 ou 6, par rapport à la moyenne de l'OCDE. Oui. Et il y a un taux aussi plus élevé d'élèves par rapport à la moyenne de l'OCDE à avoir atteint un niveau minimum, c'est-à-dire le niveau 2, dans les 3 sujets. D'accord. Pour ce qui est des maths, 85% des étudiants taïwanais ont atteint au moins le niveau 2. Donc c'est beaucoup plus que la moyenne de l'OCDE qui est de 69%. D'accord. Donc 85 versus 69%. Et niveau 2, tu disais, c'est le niveau de moyenne de base, quoi. Et donc, cette catégorie de mathématiques, ça mesure la capacité d'interpréter sans instruction directe comment une situation simple peut être représentée de manière mathématique. Donc, par exemple, comparer la distance totale entre deux routes, enfin deux chemins. D'accord. De tracés. Ouais, voilà. Ou alors convertir des prix dans une autre monnaie. Voilà, des choses comme ça. Et il y a aussi 32% des étudiants taïwanais qui étaient on va dire, qui avaient une performance particulièrement élevée en mathématiques. Donc 32% versus 9% pour la moyenne de l'OCDE. Donc là, on va dire une très bonne performance, c'est niveau 5 ou 6. D'accord, donc c'est pour la meilleure catégorie, quoi. Voilà, donc 32% pour Taïwan. Et on est à 41% pour Singapour, Wow. 29% pour Macao, 27% pour Hong Kong, 23% pour le Japon et 23% pour la Corée du Sud. D'accord. Et on peut aussi noter que seuls 16 des 81 pays qui participent au classement PISA ont plus de 10% des élèves qui atteignent ce niveau, 5 ou 6. D'accord. Et pour ce qui est de la lecture, il y a environ 84% des étudiants taïwanais qui ont atteint un niveau 2 ou plus en lecture, alors que c'est seulement 74% pour la moyenne de l'OCDE. Donc là aussi, il y a une meilleure capacité de lecture, une capacité d'interpréter les textes. Là, je suis étonné parce que j'ai l'impression que le niveau baisse chaque année, justement. Enfin, comparant avec la scolarisation de mes enfants, par exemple. Mais bon, c'est bien. Et il y a aussi 14% des élèves taïwanais qui ont eu niveau 5 ou plus en lecture, comparé à la moyenne de la CDE qui est de 7%. D'accord. Ensuite, dans la catégorie des sciences, c'est 88% des élèves taïwanais qui ont atteint le niveau 2 ou plus en sciences. Donc, c'est-à-dire que ces élèves sont capables de reconnaître la bonne explication à un phénomène scientifique familier et d'utiliser cette connaissance pour identifier, dans des cas simples, si la conclusion est valide en fonction des données qui sont fournies dans l'énoncé. D'accord. Et là aussi, on a une plus haute proportion on va dire de très bons élèves, donc 18% en sciences, contre 7% pour la moyenne de l'OCDE.
D'accord. Ouais. Quand tu disais 18%, j'avais pas l'impression que c'était si élevé que ça, mais c'est Mhm. vrai que si la moyenne de l'OCDE est 7%, ça relativise, c'est sûr. Voilà. Et par rapport à j'ai voulu ajouter quelque chose sur la qualité de vie à l'école et la Oui. satisfaction avec la vie en général, parce que ça aussi, c'est mesuré. Donc en 2022, 83% des étudiants de Chinese Taipei, parce que c'est comme ça que Taïwan Les lycées. participe au classement de PISA, disent qu'ils ont réussi assez facilement à se faire des amis à l'école. Donc 83%, c'est plutôt bien par Mhm. rapport aux 76% de la moyenne de l'OCDE. Et 87% disent avoir un sentiment d'appartenance au sein de leur établissement. Donc D'accord. c'est 10% de plus, 10 points de pourcentage de plus que la moyenne de l'OCDE. Une appartenance par rapport à À l'école l'école, dans laquelle tu es, pas à un voilà. groupe particulier dans Non, l'école. non. Mhm. Ok. Et 13% disent se sentir seul à l'école. 9% disent carrément se sentir comme un outsider. Ouais. C'est quand même moins que la moyenne de l'OCDE. On est à 16 et 17%. Bien voilà pour la réponse donc documentée à la question du classement PISA des Taïwanais de Paul Jamet, qu'on remercie d'ailleurs pour la contribution généreuse au courrier des auditeurs semaine après semaine. Un grand merci aussi à Siddhartha Bhattacharjee qui nous écoute depuis l'Inde et qui a une question qui concerne justement la situation du suicide ou du mal-être des Taïwanais et de la santé mentale en général. Donc c'est une question qui est mise en rapport non pas à la situation que tu viens de décrire, même si ça peut avoir un lien, mais plutôt à la journée mondiale de lutte contre le suicide qui avait lieu la semaine dernière, le 10 septembre précisément. Alors, la situation du suicide à Taïwan évolue malheureusement, j'allais dire, pas dans le bon sens, puisque l'année dernière, le suicide est revenu parmi les 10 premières causes de mortalité à Taïwan. C'est une première en 14 ans. Donc ça avait plutôt pas mal évolué vers la fin des années 2000-2010. Et là, ça revient. Le taux de suicide réaugmente ces dernières années. Entre 2023 et 2025, il est même à plus de 5% d'augmentation du nombre de cas de suicide ou de tentatives de suicide également, c'est-à-dire plus de 4062 cas recensés en 2024 sur l'ensemble du territoire taïwanais. C'est 164 suicides de plus en un an. Le taux de suicide chez les adolescents, il est très inquiétant puisqu'il augmente assez rapidement. Il a doublé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est énorme. Doublé. Oui. Et les experts soulignent l'impact croissant des problèmes de santé mentale, du manque de soutien social, de la pression aussi bien en famille qu'à l'extérieur, et du fait que la notion de famille, justement, n'est plus le cocon de soutien qu'il était par le passé, par exemple, et que ça a rapidement évolué. Donc certains se sentent plus exposés et n'ont plus de refuge s'ils sont, par exemple, attaqués ou malmenés à l'école, quoi. En tout cas, c'est le constat de Chen Po-ji, qui est le directeur du département de la santé mentale pour le ministère de la Santé et qui est lui-même ancien directeur d'hôpital psychiatrique. Il a annoncé en juin dernier à son nouveau poste de directeur de santé mentale que Taïwan va augmenter le nombre de centres de santé mentale par quartier et non plus seulement par grands hôpitaux par exemple. Il va passer à 72 nouveaux centres contre 60 qui sont déjà établis d'ici la fin de cette année. D'autre part, il veut encourager et multiplier le plan de soutien à la santé mentale. Vous savez, le gouvernement, on en avait parlé dans l'actualité ces derniers mois, a proposé 3 consultations gratuites prises en charge pour les 15-45 ans qui ont besoin. Et le gouvernement envisage d'élargir ce projet en le reconduisant et en l'élargissant au plus grand nombre de personnes et peut-être à plus de consultations. Alors, il n'y a pas de projet encore établi. Et quand on parle de projet de budget à Taïwan, c'est un projet sur le long terme. Il faut que ça passe aussi par le Parlement, etc. Donc ça, c'est encore un peu complexe. Mais l'orientation est d'accorder beaucoup plus de soutien à la santé mentale. Par rapport à la situation du suicide, on peut souligner qu'il y a quelque chose qui est assez nouveau depuis l'année dernière. C'est que le gouvernement a instauré, alors ce sont 40 établissements scolaires, collèges et lycées,
qui sont des institutions pilotes et qui testent le congé santé mentale. C'est-à-dire qu'un élève qui se sent en santé mentale fragile, en dépression ou qui a envie qui a des tendances noires ou suicidaires, eh bien chaque semestre, il peut avoir jusqu'à 3 jours utilisables soit en demi-journée, soit en jour complet de congé santé mentale sans justificatif médical, sans besoin d'autres mots, tant qu'il y a l'accord parental. Ça, c'est quelque chose de nouveau et ça concerne donc 40 établissements pilotes depuis le semestre dernier. Donc là encore, c'est une bonne tendance, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas de résultat encore de retour sur cette politique qui est reconduite cette année. Et il faut savoir que le taux de suicide chez les jeunes à Taïwan, on disait qu'il a doublé entre 2014 et 2022. De 2021 à aujourd'hui, il a encore continué d'augmenter. On est à plus de 7,5 cas pour 100 000 jeunes en 2024, d'après les chiffres de la Fondation de la Ligue pour le bien-être des enfants. En 2022, par exemple, plus de 12% des mineurs taïwanais se déclaraient en situation de stress sévère, et en particulier en milieu scolaire. Près d'un quart des élèves ont, d'après cette enquête de la Fondation, déjà lutté contre une dépression grave ou une tentative de suicide, ou envie, en tout cas, ça leur a traversé la tête, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est une enquête dont le résultat est totalement anonyme et gardé secret. Rien n'est publié, heureusement. Mais face à ces chiffres-là, c'est intéressant de voir que le ministère de l'Éducation coopère avec le ministère de la Santé pour offrir de nouveaux moyens, parce que tout le monde se sent un petit peu démuni, quoi. Par exemple, l'année dernière, mon fils qui est en collège, c'est pas un énorme collège, il y a 2500 élèves sur 3 niveaux d'enseignement. Du coup, ils ont quand même eu... Je dis que c'est pas un grand collège parce que j'habite en milieu urbain très, très peuplé, quoi. C'est comme Taipei ou le nouveau Taipei, il y a beaucoup de grands bahuts comme ça. Mais ils ont quand même eu 4 tentatives de suicide sur le lieu de l'école, dont 2 décès malheureusement. Et du coup, mon fils connaissait une des filles comme ça, qui s'est jetée par la fenêtre pendant l'heure de récréation. Et il y a quand même des filets de protection, il y a pas mal de choses. Les professeurs sont tout de suite intervenus, une cellule psychologique est ouverte. Mais comme il dit, ça fait quelque chose, quoi. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y avait un problème en famille ou à l'école. De fait, 4 dans le même établissement. Heureusement que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé sont venus épauler l'équipe enseignante qui ne savait pas non plus totalement gérer ça, quoi. Donc ça, c'est des phénomènes malheureusement nouveaux. De plus en plus, c'est pas nouveau, mais en tout cas de plus en plus répandu, quoi. Grave. Oui. Donc ça, c'est un peu dommage. Dommage. On essaye de trouver des solutions, mais encore une fois, tout le monde se sent assez démuni face au facteur stress. Le plus important, les adolescents à Taïwan listent en premier lieu le travail scolaire. 77% des personnes interrogées se sentent écrasées sous le travail scolaire qui demande des résultats, en fait. Voilà, réussir. 67% des lycéens, donc c'est un peu plus âgé que les collégiens, eux, c'est les perspectives d'avenir qui leur font de plus en plus peur, quoi. Là, on parle du stress en général, hein. Et c'est assez loin devant les relations interpersonnelles ou les éventuels cas de harcèlement à l'école. 43% de personnes sont stressées et vont à l'école à reculons à cause de cela. Voilà, ce qui est quand même 43%, pardon, un chiffre très élevé à mon goût, trop élevé dans ce genre de cas. Voilà, j'espère que ça répond un peu à une situation qu'on a envie d'éviter, puis surtout de voir évoluer dans l'autre sens, à la question de Siddhartha Bhattacharjee, qui nous écoute depuis l'Inde. Voilà, donc merci à lui. Et enfin, on a une dernière question de Jacques Augustin, qui se demandait comment les Taïwanais des grandes villes parvenaient à retrouver le calme et comment ils aimaient se divertir. Oui. C'est un peu une question sur les loisirs, sur les passe-temps des Taïwanais. Et aussi, est-ce que c'est grâce peut-être au spectacle ou aux réunions de famille? Voilà, c'est quelque chose, une suggestion. Et c'est vrai que ça peut aider peut-être à sortir justement des idées noires qu'on venait d'évoquer pour les jeunes. Alors, au niveau d'une activité, on va dire, calme, j'ai surtout pensé, alors il n'y a pas vraiment de statistiques sur les loisirs, sur les divertissements des Taïwanais, mais j'ai tout de suite pensé à la randonnée.
qui est vraiment une pratique qui a explosé au cours des dernières années. Oui, J'ai trouvé par exemple un article de la BBC qui date de 2021 qui expliquait que dans les années 90, la randonnée c'était vraiment vu comme un sport de niche à Taïwan, d'accord. mais en partie parce que beaucoup de chemins de randonnée, notamment dans les hautes montagnes, étaient fermés pendant la période de la loi martiale. Mhm. Et c'est seulement avec la démocratisation dans les années 90 que de plus en plus de montagnes ont été ouvertes au public et que la randonnée est devenue une pratique de plus C'est répandu populaire. comme ça. Mhm. Voilà. Et le gouvernement taïwanais s'est rendu compte de cette évolution. Et la ville de Taipei, notamment, a commencé à promouvoir les sentiers de randonnée qui sont dans la ville de Taipei, avec un budget d'environ 2 millions de dollars américains par an pour entretenir et relayer les différents sentiers en formant des boucles, notamment, Mhm. avec C'est vrai le, qu'il y a pas mal de travail de fait à ce oui, niveau-là. avec le Taipei Grand Trail, le grand sentier de Taipei, qui est en tout, c'est 92 km, qui va de D'accord. Yangmingshan au nord jusqu'à Muzha dans le sud. Donc on peut faire tout le tour de Taipei comme ça, quoi. Voilà. Et le gouvernement taïwanais a même déclaré 2020 comme l'année du tourisme en montagne, en promouvant des sentiers et en alliant la promotion des sentiers avec la promotion de la diversité culturelle, écologique, en essayant de proposer par exemple des itinéraires qui font passer par des lieux historiques, des anciens bâtiments, tout en passant dans la montagne et en revenant sur l'histoire des lieux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau à Taïwan. Là, tu disais 2020, mais c'est vrai que c'est une tendance. Il faut que nos auditeurs soient conscients de ça, que les Taïwanais n'avaient pas il y a encore 20 ans. Il y a 20 ans, si on avait un peu de loisirs ou de temps, bah, à quoi bon rester à Taïwan pour faire de la randonnée ou tout ça? Je vais sauter dans un avion, visiter le Japon, visiter l'extérieur. C'était plutôt la grande tendance des divertissements ou du voyage. C'était quitter Taïwan. Puis aujourd'hui, ils apprennent à découvrir leur propre pays, quoi. Mhm. Et à Taipei, au niveau des loisirs, je dirais qu'il y a une vraie mode des cafés, des salons de thé, mais surtout des cafés, avec une clientèle assez jeune et une tendance où les cafés sont aménagés avec une esthétique très épurée, de style, j'aime bien dire ça, le style musée d'art moderne. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et C'est le avec style café avec des rétro. prix qui vont aussi avec. Mhm. On peut par exemple voir dans le Taipei Times un article qui date de 2024 que Taïwan, le marché du café à Taïwan, c'est vraiment très important. On importe plus de 50 000 tonnes de café par an et les Taïwanais boivent de plus en plus de café. Et le nombre de coffee shops a explosé à Taïwan. Oui. On est passé de 1592 coffee shops en 2011 à 4165 en 2022. Hmm. Et avec Taipei qui a bien sûr la plus haute densité de coffee shops dans le pays. Donc 3,4 coffee shops par kilomètre carré. Ce qui est pas mal. Oui. Et donc voilà, ça c'est un des passe-temps auxquels je pensais. Mais on peut aussi penser au fait d'aller au restaurant avec des amis, d'aller au karaoké, bien sûr le shopping avec de nombreux centres commerciaux à Taipei, Oui. pardon. Il y a aussi un truc qui est assez tendance, mais c'est peut-être pour les plus jeunes ou les familles qui ont des enfants et qui se développent pas mal, je trouve. C'est les lieux où on peut aller jouer aux jeux de société. Oui, c'est Donc vrai. c'est vrai que parce qu'on n'a pas forcément 10 000 jeux de société chez soi, mais on peut aller sur place, passer un après-midi, on paye un droit d'entrée, on joue à tous les jeux de société qu'on veut. On y voit de plus en plus de monde aussi, ça se répand ça. Oui, et d'ailleurs, je note que les Taïwanais semblent préférer les loisirs payants. Mais par contre, les personnes âgées parviennent à faire ces loisirs de manière gratuite en s'installant à l'extérieur, notamment sur le bord des rivières ou dans les parcs, où il n'est pas rare de voir des gens d'un certain âge qui jouent à des jeux de société, justement, Oui. qui font du karaoké, qui prennent le thé avec des amis ou avec des gens qui simplement partagent leur centre d'intérêt. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir sur le bord des rivières, qui sont des espaces vraiment très vivants, avec de la musique live, de la danse de couple, toutes sortes de choses. C'est vrai. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce courrier, donc merci à Jacques-Augustin pour sa question, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs. Bye bye.